Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accordé plusieurs audiences ce vendredi au palais présidentiel. Il a reçu l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire et le président du groupe saoudien Al Osman Holding Company. Le point dans ce journal. La plus grande voie de la commune de Yopougon s'appelle désormais boulevard Alassane Ouattara. Elle a été inaugurée ce matin par le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan s'est aussi rendu à la mairie centrale de la commune qui a été totalement réhabilitée. Le festival Abidjan, capitale du rire, a ouvert ses portes ce vendredi au Palais de la Culture de Treichville. Une première édition lancée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Et puis, cette mobilisation aujourd'hui des dirigeants mondiaux pour arracher un accord contre le réchauffement de la planète qui échappait encore aux négociateurs de 195 pays malgré l'urgence climatique. Comme les précédentes conférences internationales sur le climat, celle de Paris joue les prolongations. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, le palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accordé plusieurs audiences aujourd'hui. Il a reçu l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire et le président du groupe saoudien Al Osman Holding Company. On fait le point avec Viviane Haïmen. Il est incontestable que la visite officielle du président de la République, Alassane Ouattara, en octobre 2014 en République de Corée, a boosté la coopération entre ce pays et la Côte d'Ivoire. À preuve, la République de Corée apporte à la Côte d'Ivoire une aide d'un montant de 25 millions de dollars US, soit un peu plus de 12 milliards 500 millions de francs CFA. En outre, ce pays va construire en Côte d'Ivoire un grand centre de cancérologie à vocation régionale pour un montant de 110 millions de dollars US, soit un peu plus de 55 milliards de francs CFA. D'un autre côté, les exportations de la Côte d'Ivoire en direction de la République de Corée ont doublé depuis un an. Recevant ce vendredi au palais présidentiel l'ambassadeur de la République de Corée, son Excellence Sour Song-yeol, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec son hôte sur toutes ses actions et projets. Nous avons transmis à son Excellence le message de félicitations de notre présidente, Park Geun-hye. Nous avons également échangé sur le plan national de développement de 2016 à 2020 pour que beaucoup d'entreprises coréennes puissent venir s'installer en Côte d'Ivoire et échanger non seulement dans le domaine des infrastructures, mais aussi dans d'autres domaines. La relation entre nos deux pays est déjà excellente, mais nous pouvons constater que cette relation se renforce davantage par rapport au montant d'exportation des produits ivoiriens vers la Corée, a augmenté de 2 fois par rapport aux années précédentes cette année. Et nous pouvons constater qu'à travers cela, notre relation se renforce davantage. Son Excellence Sour Song-yeol s'est dit déterminé à tout mettre en œuvre pour maintenir ce nouveau cap de coopération renforcée. Le groupe saoudien Al Osman Holding Company, grand investisseur dans le secteur de l'hôtellerie, ambitionne de réaliser en Côte d'Ivoire une infrastructure hôtelière de haut standing pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Le président de ce grand groupe, Abdallah Al Othman, est venu présenter ce projet au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On remercie vraiment le président de la République pour son temps et pour nous accueillir et pour l'opportunité qu'il nous donne et son support pour pouvoir être un des investisseurs qui arrive là et pour investir dans le domaine hôtelier. Nous avons reçu un grand support de la part de son Excellence et de toute son équipe et tous les ministres qui sont à côté de lui. Et on est sûr qu'on va faire un partenariat entre nous les deux pour être un investisseur assez important dans le pays de Côte d'Ivoire. Et dans une période très courte, on va vous donner de nos nouvelles et de nos projets qu'on va investir dans ce pays. Le groupe saoudien Al Osman Holding Company affiche un chiffre d'affaires de plus de 4 000 milliards de francs CFA. Toujours au palais, retour en images sur cette série d'audiences accordée hier par le président de la République à 3 diplomates onusiens, Mohamed Ibn Chambas, Mongui Hamdi et Miguel Trovoada, respectivement représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, au Mali et en Guinée-Bissau. Le récit de Jérôme Kofi Abolin.
Ils sont tous les trois au service de l'Organisation des Nations Unies. Il s'agit de Mohamed Ibn Chambas, Mongi Amdi et Miguel Trovoada. Et c'est au nom du secrétaire général de cette organisation internationale qu'ils ont successivement rencontré ce jeudi le président de la République, Alassane Ouattara. Les échanges avec leur hôte pour parler du chef de l'État ivoirien ont essentiellement porté sur la situation sécuritaire ainsi que des élections en Afrique, notamment dans la sous-région ouest africaine. Nous avons parlé de la situation en République de Guinée-Bissau. Le président a été très attentif à tout ce que j'ai dit. Il s'est intéressé beaucoup à la situation en Guinée-Bissau. Et je sais que pendant qu'il était à la tête de la CEDEAO, il a beaucoup contribué à la stabilisation de la situation. Et maintenant, en tant que membre de cette organisation, la Côte d'Ivoire continue à être présente. Donc, ce sont ces aspects que nous avons discutés. Et j'espère revenir ici pour pouvoir approfondir certains aspects de l'appui que la Côte d'Ivoire pourra apporter à la stabilisation et à la paix en République de Guinée-Bissau. On a eu l'opportunité de faire un tour d'horizon de la région ouest africaine. Comme vous savez, il y aura le sommet de la CEDEAO la semaine prochaine et nous avons discuté les défis qui confrontent la région aujourd'hui. Spécialement, il y a le défi sécuritaire. Nous savons la situation qui se pose dans la Sahel, Mali, mais aussi dans la région de lac de Tchad, avec le Boko Haram qui menace le Nigeria, le Niger, peu membres de la CEDEAO, mais également le Cameroun et le Tchad aussi. Donc, cette menace terroriste et extrémiste, c'est un problème international. Donc, il faut une approche globale. Il faut que tous les pays de la région se réunissent contre cette flot de terrorisme, d'extrémisme. Et également, on a parlé de les élections qui viennent dans l'année prochaine. Nous espérons qu'en 2016, on peut avoir des élections crédibles, transparentes au Bénin, au Niger, également au Ghana, aussi en Cap-Vert et en Gambie. Les représentants spéciaux de Ban Ki-moon ont par ailleurs indiqué avoir saisi cette occasion pour féliciter le président Alassane Ouattara à la suite de sa brillante réélection. Pour eux, ce récent scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire constitue un exemple qui doit inspirer les pays africains, particulièrement ceux de la sous-région, en attente d'élections en 2016, c'est-à-dire l'année prochaine. Je vous le disais en titre, la plus grande voie de la commune de Yopougon, c'est au nord d'Abidjan, porte désormais le nom de boulevard Alassane Ouattara. Il a été inauguré ce matin par le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan s'est aussi rendu à la mairie centrale de la commune. Le bâtiment a été totalement réhabilité pour un coût total de 2,8 milliards de francs CFA. Le récit d'Hamza Diaby. Désormais, à Yopougon, la voie allant du deuxième pont à Siporex jusqu'au futur pont reliant la commune à l'île Boulé s'appelle le boulevard Alassane Ouattara. Venu l'inaugurer ce vendredi, accompagné du ministre d'État Ahmed Bakayoko, le Premier ministre s'est dit heureux. Daniel Kablan-Duncan s'est ensuite rendu à la mairie centrale de la Selmer. Ici, en lieu place de la petite mairie, autrefois exiguë, mal entretenue et mal équipée, deux bâtiments imposants et flambant neufs. Les locaux que vous allez inaugurer tout à l'heure comprennent deux bâtiments. L'un abritant le cabinet du maire et l'autre destiné à l'état civil. L'ensemble offre ainsi 68 bureaux, 4 salles de réunion et 2 salles de mariage. Après ce que vous avez fait en si peu de temps, à peine un peu plus de 2 ans, et surtout au regard des projets ambitieux que vous portez pour la plus grande commune de Côte d'Ivoire, Yopougon, je vous dis bravo, bravo,
Bravo. Le travail abattu est salué à sa juste valeur. Puis Daniel Kablan-Duncan précise que ce projet n'est pas le dernier. Beaucoup a déjà été fait et beaucoup sera encore fait à Yopougon. Il s'agit notamment de la réhabilitation et la construction de routes, la construction et le rééquipement et la mise aux normes des établissements hospitaliers, dont le CHR de Yopougon, mais aussi l'approvisionnement des populations en eau potable, en électricité, mais aussi la réhabilitation en cours de la zone industrielle de Yopougon. Mais il faut le souligner, c'est important, on en parlera, j'espère, assez rapidement, la construction à venir des 4e et 5e ponts. D'un coût global de 2,8 milliards de francs CFA, la mairie centrale de Yopougon respire aujourd'hui l'air frais de la beauté et surtout de l'espace. Rien n'a été oublié, même pas les studios de Radio Yopougon. À cela, il faut ajouter la réhabilitation des annexes des quartiers Trois-Rouges, Ouassakara et Niangon et l'ancien trésor qui abrite en ce moment les directions financières et le recouvrement des taxes. Le festival Abidjan, capitale du rire, a ouvert ses portes ce vendredi au Palais de la Culture de Treichville. Une première édition lancée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Jérôme Kofi Abolin. Dominique Ouattara au Palais de la Culture à Treichville ce vendredi. Elle y est arrivée aux environs de 16h sous des acclamations pour l'ouverture de la première édition du festival Abidjan, capitale du rire. À l'instar de Jérôme Aïssi, premier adjoint au maire de Treichville, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kakou Bandama, a salué cette présence de la première dame Dominique Ouattara comme un soutien indéfectible de la culture ivoirienne. La culture du rire qui s'ajoute à celle de la musique, du cinéma ou de l'image, le rire qui soigne, le rire qui éduque, le rire qui égaye. L'ouverture de cette première édition du festival Abidjan, capitale du rire, ne pouvait se faire sans une séance d'humour à faire tordre de rire. Quand j'ai quitté le pays, tout le monde était au courant. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a exprimé la joie immense qui est la sienne en présidant cette cérémonie. Je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi pour l'inauguration de la première édition du Festival du Rire d'Abidjan, baptisé Abidjan, capitale du rire. J'ai accepté avec plaisir de répondre à votre invitation afin de manifester ma totale adhésion à ce festival de culture et d'humour. En effet, je suis convaincue que cet événement participera à la promotion d'Abidjan en tant que capitale du rire et de la bonne humeur. En cette période joyeuse de préparation de fêtes de fin d'année, ces 3 jours de spectacle permettront de terminer 2015 dans la joie. Je souhaite à l'ensemble des festivaliers qui s'arrêteront au Palais de la Culture de passer des moments agréables de détente avec les artistes de qualité qui se succéderont sur scène. J'encourage vivement cette initiative et j'émets le vœu qu'elle se pérennise, car un tel événement participe non seulement à la promotion de la culture et de la francophonie, mais aussi aux valeurs d'amitié et de fraternité chères à notre pays. Après avoir déclaré ouverte cette cérémonie, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est rendue au village du Gondwana, à quelques encablures du Palais de la Culture. Elle y a visité quelques stands d'exposition photos et procédé à la coupure symbolique du ruban avant de prendre congé. Autre sujet, 7 soldats ont récemment perdu la vie dans l'attaque du poste militaire de l'Audio dans le département de Tabou, c'est dans le sud-est du pays. Attaque survenue la semaine dernière. Ces soldats tombés au champ d'honneur ont été élevés au rang de chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien. C'était au cours d'une cérémonie à la place d'armes de l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Abou Sanogo. C'est la sonnerie aux morts. Moment de grand deuil pour l'armée ivoirienne. Place d'armes de l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Des familles anéanties par la tristesse, les sanglots et le chagrin. Des familles qui pleurent la disparition d'un fils, d'un frère, d'un cousin, d'un mari ou d'un ami. Les grands commandements étreints par l'émotion. C'est le temps du recueillement.
L'armée de Côte d'Ivoire a perdu 7 de ses hommes. Et ils sont tombés au champ d'honneur à Olodio dans la nuit de mardi 1er à mercredi 2 décembre dernier. Au petit matin de ce mercredi 2 décembre, malgré la fulgurance de l'attaque, du nombre élevé des assaillants, vous avez refusé de reculer. Vous avez décidé de vous battre jusqu'au bout. À vous tous ici couchés, nous vous faisons le serment de rester fidèles à votre engagement. Souhaiter la mort est faiblesse, mais si exposé par devoir est vertu. 7 cercueils recouverts du tricolore ivoirien et des photos des soldats. Ils ont été faits chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien à titre posthume. Reconnaissance de la nation. C'est le lieu d'attirer l'attention des éléments et des unités en position d'opération sur le terrain, de renforcer leur propre sécurité et de maintenir la vigilance absolue. De même, nous leur demandons de développer des relations empreintes de bon voisinage entre l'armée et les populations, afin que le renseignement soit une réalité pour anticiper ces types d'attaques. Après la cérémonie, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, s'est rendu au chevet des militaires blessés dans cette attaque. Il est décédé à l'âge de 82 ans. L'ex-président béninois Mathieu Kérékou sera inhumé demain dans sa ville natale à Natitingou, c'est au nord du Bénin. Les cérémonies d'obsèques de l'ancien président béninois ont débuté avant-hier. À l'occasion, une importante délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est allée rendre hommage à cet illustre homme d'État qui a dirigé le Bénin pendant presque 3 décennies. Envoyé spécial à Cotonou, Christelle Menant. Décédé le 14 octobre dernier, l'ancien président béninois Mathieu Kérékou sera inhumé ce samedi 12 décembre. 3 jours d'obsèques, dont l'hommage national rendu ce jeudi 10 décembre au général président. Sont présents 4 chefs d'État africains et de nombreuses délégations venues d'environ 10 pays d'Afrique. Parmi ces délégations, celle de la Côte d'Ivoire, conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Avec lui, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté et le ministre de l'intégration africaine Ali Koulibaly venus participer à cet hommage au stade de l'amitié de Cotonou. « 21 coups de canon sont tirés à l'arrivée de la dépouille du général de brigade. Il est porté par des membres de chacune des forces armées de la République. Après la messe dite par l'archevêque de Cotonou, c'est Moïse Kérékou, son fils, qui lui rend un hommage appuyé, suivi des présidents Bouhari du Nigeria et Yayi Boni du Bénin. Le président béninois baptise le stade de l'amitié du nom de stade de l'amitié Mathieu Kérékou, en mémoire du président général. Après 3 heures de cérémonie, la dépouille est transférée au palais des sports voisins. La délégation ivoirienne se rend aux côtés de la famille de l'ancien président. Le président avait souhaité, insister d'ailleurs, que nous puissions quand même venir saluer la veuve pour lui exprimer donc ses condoléances de manière directe et dire à quel point il tenait en estime son époux, qui a beaucoup fait, pas seulement pour le Bénin, mais pour l'Afrique, notamment dans le domaine de la démocratie. Le président Kérékou nous a considérés Ivoiriens comme ses frères et les conseils, on en a bénéficié. Et chaque fois qu'on voulait le voir, il était disposé à nous recevoir et à nous dire ce qu'il fallait faire par la voie de la sagesse. Et pour nous, c'est très important. Né le 2 septembre 1933 à Ouarfa, Mathieu Kérékou arrive au pouvoir par un coup d'État en 1972. Il sera le président de la République du Dahomey, puis de la République populaire du Bénin jusqu'en 1990. Un régime teinté d'idéologie marxiste-léniniste jusqu'en 1989. Il sera le premier président africain à s'engager dans le multipartisme. Il perd l'élection présidentielle devant Nicéphore Soglo en 1991, mais reprend la tête du pays en 1996 jusqu'en 2006. 30 années de pouvoir menées avec une remarquable adresse, il a su s'adapter à la grande mutation démocratique des années 80 et mériter le surnom que lui donnait sa mère, le Tcha, le caméléon. Après un quart de siècle d'existence, la commission bancaire de l'UMOA est évaluée pour mieux coller aux perspectives d'avenir. La quasi-totalité des dirigeants des établissements financiers de l'espace UMOA, à travers le gouverneur de la BCEAO, a salué les performances de l'institution régionale. Pour l'avenir, il est souhaité que la commission devienne un pôle de rigueur et de modernité. Les précisions de Noël Gnagno.
La commission bancaire de l'UMOA, Union monétaire ouest-africaine, date de création avril 1990 à Ouagadougou au Burkina Faso, sous l'impulsion de Alassane Ouattara, alors gouverneur de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les fondements de la création mettent en terme aux dysfonctionnements constatés dans le système bancaire à cette époque-là. D'une façon générale, les banques ont financé peut-être de façon anarchique les activités économiques. Et certains de ces financements ne se sont pas dénoués, ce qui a entraîné des difficultés particulières au niveau de ces banques. Et certaines ont même été dissoutes parce qu'elles ne pouvaient plus continuer leurs activités. Conformément à ce constat, la Commission a eu pour rôle d'assurer une surveillance uniforme et plus efficace de l'activité bancaire et une intégration bancaire dans l'Union. 1990-2015, voici 25 ans que cette institution est en marche. Pour le bonheur de tous, et les acquis sont notables. Avant, les banques pouvaient se créer sans qu'il n'y ait une analyse approfondie et sans qu'il n'y ait des garanties pour leur pérennité. Ça, c'est le premier acquis. Deuxièmement, des règles ont été mises en place pour leur permettre de fonctionner de façon beaucoup plus résiliente et beaucoup plus normale. Troisième chose, ces règles étaient internationales. Donc, à un moment donné, il a fallu que les banques, en s'y conformant, puissent éviter les catastrophes qu'il y a eu et les crises qu'il y a eu par ailleurs de façon mondiale. Quatrième chose, ça a permis aux banques de respecter les ratios et d'être profitables. Ce jeudi 10 décembre 2015, le Gotha des institutions financières de l'espace s'est retrouvé pour remonter le temps, passer au crible cette maturité, saluer le travail abattu et décliner les perspectives. Vous avez maintenant des banques dites transfrontalières qui existent chez nous et qui sont installées dans d'autres pays ou qui sont installées dans d'autres pays et qui fonctionnent chez nous. Donc la supervision doit permettre de connaître à la fois l'ensemble des activités qu'elles font chez nous, mais aussi de façon globale quelles sont leurs activités et quels sont les risques qu'il y a pour que celles qui sont chez nous aient des difficultés. Les pouvoirs de la commission bancaire portent entre autres sur l'agrément et le retrait d'agrément des établissements de crédit, le contrôle des établissements de crédit et des systèmes financiers décentralisés, la nomination d'administrateurs provisoires ou de liquidateurs d'établissements de crédit. En santé, on s'intéresse à la 10e édition des Journées nationales de l'audition, occasion pour des médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie de France, du Maroc et de la Côte d'Ivoire de procéder à la toute première intervention chirurgicale sur la prise en charge des surdités. 6 enfants subiront ce qu'on appelle un implant cochléaire. L'une de ces opérations a été suivie par notre reporter, Koné, par Gassoro. Abdoul, 3 ans, est sourd-muet depuis la naissance. Couché sur ses lits d'opération, des médecins spécialistes en ORLL de France, du Maroc et de la Côte d'Ivoire s'activent pour une implantologie cochléaire. Ces dispositifs médicaux pour lui permettre d'entendre et de parler. Ça s'est parfaitement bien passé. Et quand on sort d'une intervention d'implant cochléaire, on est pratiquement sûr et certain, après vérification, que tout s'est bien passé. Une technique chirurgicale dans la prise en charge des surdités qui s'est fait pour la première fois en Côte d'Ivoire et précisément en Afrique noire. Nous venons de réaliser pour la première fois en Côte d'Ivoire et même pour la première fois en Afrique francophone noire, la pose d'un implant cochléaire. Après l'opération d'Abdoul, les médecins spécialistes de l'oreille et de la chirurgie cervico-faciale rassurent. Le patient se porte bien. Dans 3 à 4 semaines, l'enfant va percevoir pour la première fois de sa vie des sons. Il va pouvoir parler comme vous et moi, être scolarisé dans une école normale, il n'ira pas à l'école des sourds et muets. Abdoul est ensuite conduit dans sa chambre où l'attendent ses parents, émus et en joie. Un enfant qui ne parle pas, c'est un handicap réel, il ne vit pas, il ne partage pas la vie réelle. Donc pour nous parents, c'est vraiment un moment de bonheur. Le fait de savoir qu'auparavant, il ne pouvait pas dire maman et un jour, il pourra vous dire, c'est fort. Ces interventions chirurgicales de l'implantation cochléaire s'inscrivent dans le cadre de la 10e édition des Journées nationales de l'audition. 6 enfants sourds ou sévèrement malentendants recevront un implant cochléaire. Autre actualité sanitaire, la 17e journée de gastro-entérologie d'Afrique francophone jumelée avec le 4e congrès de la Société ivoirienne de gastro-entérologie
s'est ouverte hier et prend fin demain. Elle se tient à Grand-Bassam. Cette rencontre scientifique réunit environ 350 participants d'Afrique et d'Europe qui planchent sur la prise en charge du cancer digestif. Moussa Konaté. Le cancer digestif est un problème de santé publique en Afrique. Il est dû à de mauvaises habitudes alimentaires, à la consommation de l'alcool et du tabac. En Côte d'Ivoire, c'est le deuxième cancer chez l'homme après la prostate et le troisième chez la femme après le cancer du col de l'utérus et du sein. Seul le dépistage précoce favorise une meilleure prise en charge de ce cancer. Mais très souvent en Afrique, le diagnostic se fait à un stade avancé. Ce problème est donc au cœur des échanges de la 17e journée de gastro-entérologie d'Afrique francophone et le 4e congrès de la Société ivoirienne de gastro-entérologie et endoscopie digestive. Nous allons débattre donc au niveau des diagnostics parce que l'enjeu c'est de faire des diagnostics précoces. C'est-à-dire qu'il faut détecter tôt la maladie cancéreuse pour être efficace, pour pouvoir obtenir une survie de plus de 5 ans. Donc nous allons réfléchir aux méthodes de diagnostic précoce, aux méthodes de traitement les plus efficaces. Cancer digestif en Afrique, nouvel enjeu de santé publique. C'est le thème de cette rencontre scientifique qui réunit environ 350 participants venus d'Afrique et d'Europe. Il y a le cancer du foie, qui est surtout dû à une infection chronique par le virus B de l'hépatite. Il y a aussi des cancers qui vont devenir peut-être plus fréquents, c'est le cancer du côlon et du rectum. Donc c'est grâce à des réunions comme celle-ci où on peut donner des recommandations, qu'on va avoir une meilleure utilisation des traitements. Nous attendons beaucoup plus qu'il y ait de l'action. En fait. Actuellement, on s'habitue à faire des conférences, mais il n'y a pas souvent de suite sur l'action sur le terrain. On aimerait qu'il y ait plus d'action et ces actions ne peuvent être là qu'aussi les décideurs politiques mettent de la volonté. Diagnostic tardif et prise en charge au coût élevé. Les spécialistes du tube digestif vont donc faire des recommandations aux décideurs africains pour l'accès facile au traitement. Ce vendredi au plateau, plusieurs hauts fonctionnaires onusiens étaient face à la presse. Ils ont fait le point des actions menées par les agences des Nations Unies reparties dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, a abordé plusieurs points relatifs aux élections tenues dans les pays sous son intervention. Gabriel Zani. Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, entouré des chefs des missions onusiennes de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Guinée-Bissau et du Mali, a félicité les gouvernements des pays cités pour le bon déroulement des élections tenues dans la plupart de ces États. Mais il a aussi condamné sans embâche les attaques terroristes à répétition dans la sous-région. Nous encourageons également les initiatives en matière de réconciliation nationale. Notre réunion a condamné sans équivoque les actions de groupes terroristes extrémistes dans la région. Une condamnation qui intervient aujourd'hui au terme de la 28e réunion de haut niveau des chefs de mission des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. Mais manifestement, les journalistes se font l'écho des populations. Le terrorisme est au centre des interrogations et la question est: que font les agences des Nations Unies pour aider les pays à faire face à la menace du terrorisme? En ce qui concerne les Nations Unies, nous devons aussi travailler en étroite collaboration. Tout à l'heure, on a évoqué la possibilité d'établir un mécanisme, surtout entre les missions qui existent dans la région, pour, au niveau au moins des policiers et des militaires, échanger des renseignements concernant les mouvements de ces terroristes. La question du terrorisme pour ce qui concerne l'Afrique, mais pour la Côte d'Ivoire, les questions de la libération des prisonniers de la crise post-électorale, du retour des réfugiés ivoiriens, de l'embargo sur les armes se posent. Le dernier mandat qui est stipulé dans la résolution 2226 donne au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies un mandat de bons offices. Et c'est sur la base de la mise en œuvre de ce mandat de bons offices que moi, donc, j'interviens personnellement auprès des autorités et auprès des partis politiques pour voir comment on peut accélérer, comme il dit, la libération des prisonniers de la crise post-électorale. Cette réunion des chefs de mission onusienne en Afrique de l'Ouest se tient 2 fois par an. Objectif, faire le point de l'observation des agences onusiennes dans la sous-région.
Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, des stations de production et de distribution d'eau seront bientôt construites ici, en Côte d'Ivoire. L'éclairage de Sidonie Davila. Par leur signature, le président de la société marocaine Safe Consulting Mauritius et le président de l'UVICOSI scellent le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. La société marocaine va mettre en place une stratégie pour créer des stations de production et de distribution d'eau dans les communes ivoiriennes. Les autorités, elles, comptent faciliter l'accès au marché des entreprises marocaines. Un partenariat gagnant-gagnant pour le renforcement de la coopération décentralisée entre les communes de la Côte d'Ivoire et celles du Maroc. Conduite par Parfait Gourou et Gilbert Kafana Koné, la délégation ivoirienne au Maroc a eu un échange d'expériences en matière de développement local des communes. Plusieurs communications dans ce domaine ont été faites entre Marocains et Ivoiriens. Des communications qui font suite à une journée spéciale dédiée à la Côte d'Ivoire, à la 7e édition du sommet Africité 2015 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Journée au cours de laquelle plusieurs questions de développement des communes africaines ont été abordées, notamment la décentralisation et les mécanismes de développement local des communes africaines. À l'étranger, Obama, Kerry, Xi, Ban Ki-moon, des dirigeants mondiaux se sont mobilisés aujourd'hui pour arracher un accord contre le réchauffement de la planète qui échappait encore aux négociateurs de 195 pays malgré l'urgence climatique. Comme les précédentes conférences internationales sur le climat, celle de Paris joue les prolongations. La clôture de cette COP21, initialement prévue pour ce soir, a été reportée à demain après une nuit de vives discussions qui ont fait ressurgir les crispations nord-sud, en particulier sur les financements. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas, l'information continue sur l'application RTI Mobile.